Alors, en quelques mots, que dit la loi? Vous pouvez nous le rappeler parce que vous la connaissez bien, la loi Jean-Luc Romero, et elle dit plusieurs choses. Elle parle de la personne de confiance, elle parle des directives anticipées, elle parle de la sédation profonde et continue. Hein, c'est ça les grands principes de la loi. Et l'idée, c'est de fixer, enfin, tel que me l'a expliqué Leonetti quand on a fait cette interview, c'est un médecin, faut pas l'oublier, cardiologue de formation. Et il me disait, bon, c'est compliqué, chacun, on sait pas. Moi-même, j'ai déposé des directives, enfin moi-même, Leonetti, j'ai déposé des directives, mais est-ce que j'aurais envie de les changer quand le moment sera venu? L'idée, c'est d'avoir un cadre, et un cadre dans lequel on puisse évoluer. Ensuite, bon, bah, ce cadre, on peut justement l'élargir encore, c'est ce que vous souhaitez. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que le législateur, en fait, dans ce cas bien précis, il doit s'abstenir de pas être trop bavard, de pas être trop précis, et laisser quand même les gens évoluer dans un cadre? Bah, je pense qu'il faut quand même enfin bon, voilà, il y a eu 3 lois Leonetti, faut pas qu'on l'oublie, parce qu'il y a eu 2005, tout le monde a oublié 2010, avec la mission qui avait duré un certain nombre de mois, la mission parlementaire, et puis il y a eu la loi de 2016, donc vous avez un peu résumé, avec des avancées bien sûr, avec notamment des droits pour les médecins, c'était aussi important de protéger les médecins, les directives anticipées, mais on n'est pas allé au bout de la logique, puisque les directives anticipées, vous pouvez les faire, mais au final, elles sont contraignantes, mais pas opposables. C'est-à-dire qu'au final, un médecin peut toujours les refuser. Il peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées, par exemple. Et il n'y a pas de registre de directive anticipée. Et alors, il n'y a pas de registre. On n'est pas forcément au courant que vous avez. Il n'y a pas de fichier national, ce qui était prévu normalement. Il n'y a pas, vous pouvez pas le mettre sur votre carte de sécurité sociale, qu'on appelle, j'ai un trou là. Enfin, votre carte vitale, voilà. Excusez-moi. Et c'est ça. Voilà. Bah, nous, ce qu'on fait, on dit à nos adhérents, coller une petite étiquette ADMD sur votre carte. Donc ça donnera l'idée, et puis on se balade toujours avec notre carte d'adhérent. Derrière, il y a un petit truc sur les directives anticipées, et ça renvoie, ça donne un numéro de téléphone, etc. Mais c'est vrai que vous arrivez aux urgences, et c'est un vrai problème. Vous avez un médecin réanimateur qui se dit, bah moi, si j'étais dans cette situation, j'aurais pas envie qu'on me réanime, mais qui connaît pas votre position et qui va parfois réanimer des gens qui vont se retrouver dans un coma irréversible, alors que leur souhait à la base n'aurait pas été d'être réanimés. Et donc ça pose un problème de ne pas les connaître aujourd'hui, de ne pas avoir un moyen pour les médecins de regarder, même si un certain nombre de choses ont avancé dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'un fichier aurait été utile avant que tout le monde sache utiliser Internet, puisque vous avez les possibilités de faire vos propres dossiers sur Internet, sauf que quand vous avez, moi, ma mère, quand elle avait 90 ans et qu'on lui disait de mettre ses directives anticipées sur ce qui était à l'époque le dossier médical partagé, vous imaginez, elle n'avait jamais utilisé un smartphone, mettre elle-même ses analyses, ses trucs et tout ça sur son dossier, c'était quelque chose d'impossible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, sur lequel il va falloir avancer. Il va falloir aussi avancer sur qui prend la décision. La personne de confiance. Voilà. Qui prend la décision? Par exemple, il y a 2 choses. Si vous avez écrit vos directives anticipées, les choses sont claires. Si vous avez choisi une personne de confiance, les choses sont claires. Mais si, comme dans l'affaire Lambert, rappelez-vous, où cette famille s'est totalement déchirée, ce qui était affreux pour tout le monde d'assister à ce déchirement public, qui était même impudique pour nous tous d'y assister, la loi n'a rien prévu. À l'époque, nous avions demandé à des parlementaires de déposer tout simplement un amendement que M. Leonetti a refusé, qui était quand même de bon sens, qui copiait ce qu'avaient fait les Belges. C'est-à-dire qu'en Belgique, et ça n'a rien à voir avec l'euthanasie, mais c'est simplement qui prend la décision. En Belgique, la loi vous dit que si vous êtes donc en incapacité de prendre la décision, qui décide? Votre femme ou votre mari ou votre compagnon. Si vous n'avez pas de femme ou de mari, après, ce sont vos enfants adultes. S'il n'y a pas d'enfants adultes, ce sont vos parents. Mais, c'est-à-dire successivement. C'est-à-dire que vos parents ne peuvent pas s'opposer à la personne qui paraît quand même la plus légitime, avec qui vous avez décidé de construire un avenir, de construire une famille, et ça éviterait qu'on ait eu cette affaire Lambert, et qu'on en ait d'ailleurs encore une autre demain. Et je pense que là-dessus, faut qu'on légifère en urgence, parce qu'il est quand même logique. Et d'ailleurs, pour les médecins, c'est quand même rassurant. C'est quand même mieux que ce soit la personne la plus proche qui décide que de laisser la décision. Alors, ceci dit, oui. La personne de confiance, c'est pas forcément quelqu'un de sa famille. On peut choisir. Et il vaut mieux d'ailleurs.
Je dirais qu'il vaut mieux. Voilà. Alors, tenez dans le micro, Laetitia. Oui, merci. Laetitia Boisseau. Bonsoir, mesdames, messieurs. Oui, la personne de confiance, en fait, le département d'ailleurs a un rôle important à jouer avec ça. Parce en fait, la personne de confiance, c'est pas assez connu. C'est pas assez connu, même dans le domaine social, dans les situations, etc. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire comprendre ce que c'est la personne de confiance. Et effectivement, une personne de confiance peut être extérieure à la famille. Voilà. Imaginez, on peut tout imaginer, hein, une multiplicité de cas. Mais imaginons par exemple, comme vous le disiez, que l'épouse s'entend pas avec son mari et qu'on demande la décision à l'épouse, par exemple. Donc, je pense qu'au niveau de droit, effectivement, il va falloir faire évoluer les choses. C'est une question qu'on pourrait poser dans la salle. Qui laisserait la décision à son épouse de savoir si... Bon. Alors, mon époux est dans la salle. Docteur Richard, soins palliatifs. Alors vous, ça vous parle, les directives anticipées, la personne de confiance. Dans les faits, comment ça se traduit, ça? Alors dans les faits, première chose, effectivement, je ne peux que souscrire à ce que M. Romero a dit au niveau du développement des soins palliatifs et de la volonté politique. Volonté politique, c'est pas parce que les docteurs n'ont pas voulu faire de soins palliatifs, bien évidemment. S'il n'y a qu'un tiers des patients qui les requièrent, qui peuvent en bénéficier. Donc, vraie volonté politique et du coup, oui, mobiliser des sous, très certainement, faire preuve probablement un petit peu aussi d'imagination au niveau de l'organisation. Donc ça, c'est un point absolument important. Les directives anticipées, ça fait effectivement longtemps que nous en parlons, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... Non. Mais je pense. J'ai beaucoup réfléchi, et j'y ai beaucoup réfléchi aussi avec des confrères belges, parce que j'ai été enseignant pendant 15 ans à Lille, et je faisais venir beaucoup de Belges également. Je pense qu'il y a une sorte d'illusion collective dans les directives anticipées. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui, si vous êtes bien portant, de ce que vous souhaitez le jour où vous ne serez pas bien portant ou très malade? Il y a une illusion collective. Alors on les a un tout petit peu trafiqués récemment. C'est-à-dire on a dit, oui, on va refaire d'autres sortes de directives anticipées. C'est lorsque on commence à être malade, alors là, on va en refaire avec l'aide d'un professionnel. C'est peut-être un tout petit peu plus adapté, peut-être. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est une illusion. J'en voudrais un petit peu pour preuve le fait que nous avons fait une étude sur Jeanne Garnier en prenant de façon rétrospective 2000 dossiers de patients hospitalisés. Sur 2000 patients hospitalisés chez nous, alors on en reçoit à peu près 1200 par an, mais on a pris 2000 dossiers. Et sur 2000 dossiers, il y en a 9% de ces patients qui, à un moment ou à un autre, demandent à mourir. 9% des patients qui, alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être effectivement docteur, faites-moi une piqûre, mais ça peut être aussi docteur, c'est plus possible de vivre, moi j'en peux plus, docteur, vraiment je sers à rien, je veux mourir, etc. Donc plusieurs formes si vous voulez, mais 9%. En fait, sur l'ensemble de ces patients, une demande strictement d'euthanasie, c'est-à-dire docteur, faites-moi la piqûre, il n'y en a que 3%. Bon, donc ça faisait 61 patients. Mais en fait, sur ces 61 patients qui du coup meurent pas tout de suite parce que qu'on le veuille ou non, mais la loi étant là, on les a pas euthanasiés tout de suite. Eh bien, il y a du temps de soins qui passe, du temps d'accompagnement, et finalement, ce que l'on constate, c'est que ces demandes, elles sont très très mouvantes. Au total, il n'y a que 6 demandes qui sont restées vraiment jusqu'à la fin. Vous me direz, et ça a été dit à un moment dans la journée, c'est un patient qui demande, quelle que soit sa demande, c'est qu'il y a une souffrance. Et le patient qui en demande d'euthanasie, c'est qu'il y a une souffrance telle qu'il n'y a rien d'autre d'envisageable. Donc c'est effectivement une vraie demande. Tout ça pour dire que les directives anticipées, j'aurais une crainte sur leur stricte stabilité, entre guillemets. En revanche, effectivement, la personne de confiance est certainement quelque chose à mieux faire connaître, que ce soit
quelqu'un qui est désigné, effectivement, mais disons les personnes qui approchent la personne malade, oui, certainement, savent un petit peu mieux comment elle a vécu, ce qu'elle souhaiterait, etc. Donc ça, très certainement, on pourrait avoir une meilleure connaissance de ce côté-là. Qui était au courant dans la salle qu'on pouvait laisser des directives anticipées? Donc oui, c'est connu. Qui en a laissé? Il y a une différence entre être au courant et en a laissé. Et qui, alors il y en a déjà beaucoup moins, et qui se sont absolument sûrs de ces directives? C'est-à-dire ça va pas changer. Bon. Allez-y, Jean-Luc Romero. Oui. Enfin, quand on dit pas changer d'avis, etc., les directives anticipées, c'est quand vous n'êtes plus en capacité de pouvoir dire les choses. Il faut quand même savoir que la majorité d'entre nous, quasiment jusqu'au bout, sommes en capacité. Par exemple, en Belgique, où il y a l'euthanasie, à peine 2% des euthanasies sont faites sur la base de directives anticipées. 98% des euthanasies, c'est pareil aux Pays-Bas, sont faites par des personnes qui sont conscientes. Donc, dans ce domaine, quand on dit changer d'avis, et je suis tout à fait d'accord, en plus, chacun est d'accord que ce ne sera pas le mode de mort habituel des personnes, puisque le pays qui a le plus d'euthanasie, enfin, qui en proportionnellement à son nombre de morts, c'est les Pays-Bas. C'est 4% des morts. Voilà, c'est 4%. Mais c'est 4%, c'est 2,5%. Alors la Suisse, c'est que le suicide assisté et c'est 1%, c'est un peu différent. Mais alors, ça veut dire que ce sera toujours minoritaire. On va s'arrêter là-dessus. Une différence. Ouais. Euthanasie, suicide assisté, pas la même chose. Alors, c'est-à-dire qu'en Suisse, il n'y a pas de loi. En fait, c'est une interprétation à contrario du code pénal, et on a le droit de bénéficier d'un suicide assisté si on est évidemment donc conscient. Et c'est nous-mêmes qui devons faire le geste. Alors évidemment, il y a un médecin qui doit vous prescrire le produit, donc qui doit vérifier si vous êtes dans les conditions, et c'est vous-même qui prenez le produit, alors qu'avec l'euthanasie, c'est un soignant qui vous injecte ou qui vous fait une perfusion. Mais il faut quand même savoir que ce sera bien sûr toujours minoritaire, mais que si par exemple en France, il y avait 2% des morts qui l'étaient par euthanasie, mais c'est des dizaines de milliers de personnes. Donc ça peut être vous, ça peut être moi. Et donc il ne faut pas, parce que c'est minoritaire, c'est comme quand on disait on va pas faire le mariage pour tous parce que ça concerne que 3 ou 4% de la société. Bah je suis désolé, les homosexuels ont le droit d'avoir les mêmes droits que les autres. Eh bien là c'est pareil. Et en plus, comme vous êtes jusqu'au bout dans le doute, vous avez le droit de pouvoir bénéficier je veux dire, de tous les modes et d'être rassuré. Parce que ce que moi j'ai constaté dans ces pays-là, et on le voit, en Suisse, plus de 60% des gens qui demandent un suicide assisté ne vont pas au bout. Pourquoi? Parce qu'ils sont rassurés. Et regardez, ce qui n'est pas l'exemple pour moi, dans un certain nombre d'États américains, je pense à l'Oregon, on vous donne le produit. Si vous êtes dans les 6 derniers mois de la vie, alors comment ils l'évaluent, ça c'est quand même un peu compliqué, mais on vous donne le produit. Vous l'emmenez chez vous. Et il y a encore une majorité de gens qui ne vont jamais l'utiliser parce que c'est ce qu'on appelle la porte de sortie. Ils savent qu'ils vont être aidés. Et c'est pour ça qu'une loi aussi comme celle-là est extrêmement rassurante et amène à ce que dans notre pays, vous savez, quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais on a le plus fort taux de suicide des personnes âgées, des grands malades de la zone OCDE. Je ne parle pas que de l'Europe, de la zone OCDE. Alors il y a le Japon et la Corée du Sud qui ont pire que nous, mais eux, c'est malheureusement le suicide des jeunes pour des raisons qu'on aurait pu éviter. Et chez nous, on a le double de suicide des personnes âgées des Pays-Bas. Parce que quand vous savez que vous arrivez à la fin, que vous n'allez pas peut-être être aidé, vous avez je sais pas, une maladie de Charcot, etc. Vous savez que vous n'allez pas être aidé, vous vous suicidez tant que vous pouvez. Donc vous le faites souvent très tôt, et surtout quand vous avez des maladies comme celle-là, et puis d'une manière violente. Parce que je vous rappelle qu'ici en France, la majorité des suicides c'est par pendaison, c'est 52%. Après c'est se tirer une balle dans la tête. Pour beaucoup de femmes c'est se jeter dans le vide. Et donc on voit qu'une loi qui vous dit qu'à la fin, vous aurez la possibilité d'aller dans ces soins palliatifs, et j'insiste, je suis complètement d'accord avec vous, il faut qu'il soit universel, c'est le devoir d'une société comme la nôtre, d'une société quand même riche, même si on est dans un certain nombre de problèmes, mais il faut aussi permettre à chacun d'éviter de n'avoir comme seul choix quand on pense, parce que bien sûr que c'est toujours des souffrances, mais quand nous on ne demande pas un choix entre la vie et la mort, on demande un choix entre deux morts. Et il y a des gens qui sont
suffisamment conscients, qui estiment que les jours qui viennent ne valent pas le coup d'être vécus, ils ont le droit d'être entendus, comme ceux qui pensent que les derniers jours, même si c'est avec des souffrances physiques terribles, qu'on n'arrive pas à soulager, c'est peu, mais il y en a quand même un certain nombre, mais qui ont, je sais pas, la naissance d'un petit enfant, une histoire d'amour, qui veulent aller jusqu'au bout, ils doivent l'être aussi. Mais on doit comprendre que chacun doit être respecté et que ça doit être votre décision et votre seule décision. Vous savez quoi, Michel Beau, Jean-Luc Romero, vous êtes passionné et passionnant, mais on n'a pas encore entendu Michel Beau. Et Michel Beau, c'est intéressant de l'entendre parce que c'est un médecin et puis il s'est lancé dans la politique très récemment. C'est un jeune politique, c'est un vieux médecin, un jeune politique. Hein, on peut dire comme ça, Michel? Si tu veux, tu peux dire voilà. De multiples façons. Mais alors, en parlant de multiples façons, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Qu'est-ce que l'expérience du médecin, d'abord, et le regard du politique sur ce que vient de dire Jean-Luc Romero, qui est important, sur le devoir de la société vis-à-vis de nous tous, et la volonté d'être citoyen jusqu'au bout, de garder sa dignité, de garder son libre arbitre, son choix jusqu'au bout, et de garder la possibilité aussi de changer de choix, parce qu'on le voit bien à travers ce que Jean-Luc Romero a dit, c'est pas parce qu'on vous donne la possibilité du suicide assisté ou de l'euthanasie que vous allez l'utiliser, mais il y a un confort moral à savoir qu'on a cette porte de sortie. Alors, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses très, très intéressantes depuis tout à l'heure. Il y a un tronc commun. Un tronc commun, c'est l'humain, c'est la vie, c'est la relation de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et je partage ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on n'est jamais pareil. La vie, c'est une grande complexité. L'histoire de notre vie, c'est une grande complexité. On est à un moment, dans un temps qui date de la nuit des temps. Quand vous parliez de religion tout à l'heure, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tout ce qui a été écrit, que ce soit les textes bibliques ou tous les autres textes, c'est l'histoire de la vie des hommes. Après, c'est l'interprétation qui est la religion. Mais l'histoire de la vie des hommes, c'est justement tous ces symboles, tout ce qui fait que dans les comportements humains, dans la relation humaine, on s'est construit collectivement. Et ce qui construit la vie, c'est vraiment cette relation humaine. Moi, quand j'ai commencé, alors je suis un vieux médecin, c'est très vieux médecin, mais quand je faisais mes études de médecine, la première chose qu'on nous apprenait, c'est on disait quand vous constatez un décès, on le fait peut-être encore maintenant, mais beaucoup moins, parce qu'on a quand même heureusement d'autres moyens, on mettait un miroir. On mettait un miroir pour s'assurer que ça faisait pas de la buée, pour être sûr que les gens étaient bien morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le souffle, c'est le souffle de la vie. Et je dirais que c'est plus que le souffle, c'est le verbe. C'est aussi tout ce qui fait que dans la relation qui existe entre un soignant, entre une famille et quelqu'un qui va mourir, qui est obligatoirement notre destin, il faut l'accepter comme ça. Il y a toujours ce lien, cette parole, ce verbe qui nous construit bien avant la mort, qui fait qu'on existe grâce à ça et qu'on se construit grâce à ça. C'est vrai que moi je crois profondément, et je vois jamais deux personnes, deux situations identiques, que ce soit par rapport aux gens qui vont mourir, mais ils meurent pas du jour au lendemain, il se passe 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, quand on sait, nous, médecins, que ça va mal finir, ou que ça va se finir à un moment donné. Il y a toute une période de relation humaine entre le médecin. Il faut pas caricaturer. La relation humaine est fondamentale. S'il y a un seul lien qui existe encore, qui est le plus fort dans une société qui est peut-être fragmentée, qui est peut-être un peu matérialiste, devenue en tout cas matérielle, c'est vraiment cette relation essentielle du rapport du médecin avec le patient. Donc moi, je fais confiance quand même à ça. Je fais confiance aux patients. Je fais confiance à cette relation. Et c'est vrai que j'ai un peu peur de la loi là-dessus. J'ai pas peur des lois en général, mais légiférer sur quelque chose d'aussi complexe, qui touche à la vie, qui touche à la mort, qui touche à ces choses aussi essentielles, ça ne peut être qu'une relation humaine. Alors, autant il faut nous donner peut-être plus de moyens, peut-être qu'il faut développer d'autres choses, peut-être qu'il faut... Mais moi, j'ai toujours vu, quand j'ai vu cette période de fin de vie, il y a un moment, il y a une rupture, il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis le début, c'est le mot amour, l'amour de l'autre, l'affection. Et la rupture affective, la rupture d'amour, c'est toujours une rupture de communication, de lien qui existe entre les familles, entre les soignants aussi, parce que ça a été dit plusieurs fois, les soignants
ont peur aussi de la mort, hein, parce que c'est aussi leur propre mort, hein, c'est aussi le propre regard qu'on a sur la mort. Et on ne sait pas gérer mieux que les autres. On est plutôt technicien ou très humain, comme vous avez pu le démontrer tout à l'heure, et là on peut apporter quelque chose de plus. Les médecins le sont, hein, pour la plupart. Mais c'est vrai que voilà, je crois qu'il faut faire confiance à l'humain en fait, hein, surtout, et que je suis pas convaincu que des réglementations qui seront obligatoirement à un moment donné, enfin on voit trop comment les lois sont complexes, hein, comment les lois sont interprétables de façon différente sur un sujet aussi essentiel et fondamental. Hein, je crois que voilà, c'est dans la relation humaine qu'on arrive à construire les choses. Et vous parliez tout à l'heure du Covid en disant que le Covid, ça avait été une fracture, que ça avait pas été, je critique pas ce que vous disiez, hein, je l'entends, mais que ça avait manqué d'humain. Hein, mais j'ai jamais vu une période, hein, pendant ces 3 ans où il y a eu autant de liens humains, de gens qui se sont rassemblés, hein, qui ont travaillé ensemble, qui ont réfléchi ensemble, que ce soit entre les patients, que ce soit entre les médecins, entre les infirmières, entre tout ça. On n'a jamais autant construit une vraie vie, hein, une vraie vie humaine, de relations humaines. Et dans toute cette relation humaine, il y a eu effectivement la mort. Et dans cette période particulièrement dense, les patients... Alors c'est vrai qu'il y a eu des patients qui sont morts tout seuls, qu'il y a des patients qui sont morts dans des situations dramatiques. Mais il y a aussi des patients qui sont morts aussi, et la plupart... Hein, avec une vraie relation humaine autour d'eux et vraiment quelque chose de très fort. Donc moi, bon, pour répondre à ta question, Jean-Claude, je suis pas fan de légiférer sur ces choses. Alors en même temps, il faut un cadre, hein, quand même, parce que le médecin il peut pas être livré comme ça tout seul à la décision. Donc il faut un cadre. Je vais vous laisser réagir, alors, Laetitia. Merci, et je vais aussi. On a dit qu'on en parlait ensemble. Donc si quelqu'un a des choses à dire, n'hésitez pas, levez la main. On va vous passer le micro. C'est important qu'on dialogue de tout ça ensemble. Laetitia. J'ai confiance dans tout le personnel de médecine, hein, bien sûr. Et je trouve qu'effectivement, pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'il faut donner surtout déjà beaucoup plus de moyens pour les soins palliatifs. Il faut mieux les organiser. Le département est là aussi pour informer, vous voyez, mais il faut organiser, faciliter un maillage. C'est-à-dire que le département a plusieurs compétences, vous savez, enfance, personnes âgées, personnes en situation de handicap, et dans tous ces domaines, on peut être bien sûr confronté à la fin de vie, mais il y a déjà l'information. Soutenir aussi le personnel médical. Moi, je suis d'accord, le personnel médical, c'est pas facile d'aider à la fin de vie, et je pense qu'ils ont besoin de plus de formation, de plus d'accompagnement. Tout ça, c'est simple. Dans le social, il y a un mot magique. Je dis souvent, Jean-Claude, je crois que je te l'ai déjà dit, c'est l'accompagnement. Accompagner les médecins, mieux organiser les soins palliatifs, mieux organiser aussi la fin de vie à domicile. Les services d'aide à domicile, les soins infirmiers, ils accompagnent aussi les personnes à la maison, voyez. Et on peut aussi avoir des moyens supplémentaires pour les équipes mobiles des hôpitaux. Vous voyez, il y a toute une chaîne à organiser déjà par rapport à ces soins palliatifs. Ça, c'est très important. Pouvoir choisir de mourir chez soi, de pouvoir mourir à l'hôpital avec d'autres moyens, j'insiste. Alors personnellement, j'ai perdu aussi ma maman du Covid le premier mois, début avril. Et ça a été effectivement un moment difficile, mais c'est vrai que le personnel médical était quand même sous l'eau. Et j'ai eu la chance que ma mère a été en unité de vie et qui a pu recevoir des soins de confort, d'oxygénisation. Mais effectivement, on n'a pas pu se rendre comme on aurait pu se rendre si la mort avait été dans un autre contexte que le Covid. Bon, maintenant, je crois que ce qui s'est passé pendant le Covid, je crois que ce qui s'est passé pendant le Covid, il y a eu énormément de souffrance de ceux qui ont perdu des proches sans pouvoir leur dire adieu, souffrance des soignants qui étaient soumis à ça et qui voyaient qui était là pour dire non monsieur vous pouvez pas rentrer et non mais Jean-Claude des protocoles extrêmes, oui. Il fallait être habillé, rappelez-vous, oui, mesdames et messieurs, il y a eu énormément en cosmonaute. Je crois il faut qu'on s'en rappelle de ça, hein. C'est en fait on était habillés comme en salle de chirurgie absolument. En fait, hein, donc c'est pas facile. Alors il y a on avance dans le temps. Alors la parole à tout le monde, mais la parole brève. Ok, et une parole brève, ça veut dire qu'en bon professionnel, je tiens le micro, je vous le lâche pas. Parfait. J'attire votre attention que la loi est un compromis. Quand on voit comment les lois sont faites,
Donc, personnellement, je préfère que ce soit un conseil des sages, des grands médecins qui par la loi, décidé par la loi, qui prend la décision. Alors, ici, pareil. Pas dans la bravitude, dans la brévitude. Oui, simplement, je repense à deux choses. Je repense à ce magnifique film, Les Invasions barbares, justement, où tous les gens, toute la famille est proche, y compris en zoom à l'extérieur. Donc ça, c'est un très joli film. Je pense aussi, vous avez parlé tout à l'heure de suicide assisté, ça a un certain coût. Tout le monde ne peut pas se le permettre. D'autres prises de parole? Alors, ici, je viens vous voir après. Quand on parle d'amour, on peut aussi faire ce geste-là par amour pour ses proches. Ne pas vouloir leur laisser une certaine image. Parce que j'ai assisté ma mère et je peux vous dire que vous êtes marqué à vie. La seule image que je me souviens de ma mère, c'est de ses derniers moments. Et on ne veut pas forcément laisser cette image-là. Dire que le choix de mourir, c'est simplement notre choix personnel. Moi, je remercie la Maison Jeanne Garnier d'avoir laissé mourir, enfin soigner mon mari et avoir préparé la sédation pour le laisser partir. Ça nous a vraiment tous satisfaits. Moi, j'ai décidé que à un moment donné, ma vie devait s'arrêter là et c'est mon choix. Et moi, je considère que j'ai vécu et que la vie que je vais avoir maintenant, ça sera plus ma vie. La vie que j'ai choisie, je l'ai eue avant. Maintenant, celle que je veux pas, c'est celle qui va venir. Donc, je veux qu'on me laisse le choix de décider à quel moment je l'arrêterai. Voilà. Oui, tout simplement, j'ai beaucoup de questions. Juste une que je tiens à soulever. Est-ce qu'on ne meurt pas moins bien en France que dans les pays qui nous entourent, uniquement parce qu'on n'a pas assez de médecins, parce qu'on n'a pas assez de soignants et parce que rien n'est fait dans nos études, excusez-moi, je suis médecin, pour motiver des étudiants, des jeunes médecins à soins palliatifs? Alors, d'autres là-bas, j'arrive, je viens vous voir. Allez-y. Oui, je remercie M. Romero qui a prononcé deux mots qui me paraissent très importants. Être un citoyen jusqu'au bout et la liberté, ça existe également. Je suis médecin à la retraite, mais j'ai travaillé très longtemps et j'ai assisté des familles chrétiennes à la maison, puisque je les envoyais pas à l'hôpital, qui me demandaient de prolonger quand l'hôpital me disait « débrouillez-vous, on retourne votre patient à la maison ». Je les ai assistés en laissant toute liberté à la famille de décider. Et j'ai accompagné, et je peux vous dire que un patient qui meurt entouré de sa famille, c'est très important pour la famille. La relation est maintenue et c'est beaucoup plus important dans le deuil après. Pardon, je vous ai marché sur le pied. Voilà. Alors, on continue. Je suis content de voir que vous avez beaucoup de choses à dire. J'avais écrit. Pas tout ça. Dans 3 minutes. Mais je vais raccourcir. Je suis de ceux qui pensent que notre vie, que ma vie m'appartient et qu'elle n'appartient pas aux médecins. D'autant que leur formation ne les prépare pas à cette phase incontournable de l'existence qu'est la mort. Y compris pour eux-mêmes, on l'a bien entendu. Seuls les vétérinaires en France sont formés à cet acte, ce qui tend à prouver que nos animaux sont mieux traités dans la mort que nous-mêmes. C'est quand même un comble. Je pense qu'il faudrait, dans la fin de vie, le choix qui doit être laissé à chaque citoyen qui le souhaiterait. On n'impose rien. Moi, j'approuve. Je souhaiterais que les soins palliatifs soient étendus. J'ai eu l'occasion d'aller visiter à Jeanne Garnier, il y a quelques années, un ami en fin de vie. Attendez, il faut être sérieux. Il y a combien de Jeanne Garnier en France? Aujourd'hui, il y a très peu de services. C'est dans beaucoup d'établissements hospitaliers, 2-3 lits dans le fond d'un couloir avec des personnels qui ne sont pas forcément formés. Donc je pense que dans la phase finale, il faut laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent de leur attribuer, comme dans l'Oregon, comme dans d'autres pays, une potion létale qui serait utilisée ou qui ne le serait pas
mais à la fois c'est rassurant, même si ça n'était pas utilisé. Et je dirais, pour terminer, merci quand même de votre indulgence, que la situation dans laquelle nous sommes, j'ai un certain âge maintenant, je me souviens de la phase de l'IVG. Nous sommes confrontés depuis quelques années à la même situation que lors des propos sur la discussion de l'IVG. J'invite chacun de se reporter aux propos de certains parlementaires et du professeur Lord Jacob, qui n'était autre que le président de l'Ordre national des médecins à l'époque, qui voulait créer un statut particulier pour le personnel qui serait habilité à pratiquer un avortement. Aujourd'hui, et c'est bien grâce à l'audace, la pugnacité, la détermination de Simone Veil que cette législation a évolué et a abouti. Alors, pour conclure, moi, je forme le vœu que rapidement, le gouvernement et une majorité de tous les bancs de l'Assemblée, des deux assemblées même, fassent preuve d'autant d'audace et de détermination. Merci. Alors, vous savez que j'ai été sympa parce qu'en d'autres temps, je vous aurais mis un coup de clochette. Alors, qui veut parler encore? Non, pardon, il ne faut pas toucher le micro, excusez-moi. Non, en tant que simple citoyen, il faut développer les soins palliatifs, c'est très important. Je veux rendre hommage à la maison médicale Jeanne Garnier que je connais relativement bien. Et j'appelle les politiques à travailler là-dessus parce que c'est quelque chose de très important. L'accompagnement est très très important dans cette période de fin de vie. Encore une prise de parole. Alors, je vais retourner vers... C'est bon, c'est fini, c'est sûr? Tout le monde peut pas... Où ça? Je vois pas. Moi, j'ai des problèmes de vue. Hein. Il va falloir m'euthanasier bientôt, je vois plus rien. Voilà. Ma maman est morte à 90 ans chez elle. Elle avait de la morphine depuis longtemps. Arrivé à un degré donné, on était au maxi de la morphine. Son médecin la suivait. Elle lui avait dit « Docteur, ne me laissez jamais souffrir, je vous en supplie ». Donc, elle était témoin, le docteur l'a suivi jusqu'au bout. J'étais témoin tout le temps. Mon frère est venu. Le médecin m'a dit, au dernier moment, quand elle était en train de geindre, il m'a dit « Voulez-vous qu'on la mette en soins palliatifs ?» J'ai dit « Non, elle veut mourir chez elle mourra chez elle, nous serons là autour d'elle. » Le médecin, je lui ai dit « Rappelez-vous ce que vous lui avez promis. » Il lui a dit « Aucun problème, il m'a dit. » Il a fait une ordonnance, il a rajouté une dose dans ce qui lui servait, évidemment, et ma maman s'est éteinte plusieurs heures après, et je n'ai pas eu de cas de conscience, on avait respecté ce qu'elle voulait. Voilà. Bravo. La clochette, monsieur, la clochette. On s'assied maintenant. C'est fini. C'est fini. Il est infernal. Alors, qui d'autre? Personne? Allez, je retourne voir mes invités. Alors, ce que vous avez entendu, Jean-Luc Romero, il est où votre micro? Ça vous fait plaisir? Bah, moi je pensais venir ici en étant minoritaire et c'est très bien d'être dans le débat, mais ce que je constate, c'est ce que je vois partout en France. C'est-à-dire que les Français, ils ont envie d'avoir le droit de choisir. Et c'est vrai que c'est pour ça et d'ailleurs, je pense que les médecins aussi, parce qu'ils veulent pas cette responsabilité. Tout à l'heure, quand vous faisiez cette proposition de dire qu'il faudrait qu'il y ait un espèce de jury de médecins, mais c'est une responsabilité énorme que vous donnez. Oui, des sages, mais des médecins. Oui, mais donc c'est des médecins. Bon, des sages médecins, si vous voulez. Il n'y a pas de problème si vous voulez y mettre le nom, je veux bien l'entendre. Mais c'est ce qu'avait proposé, je vous rappelle, un certain nombre de médecins pour l'IVG. Et évidemment que les femmes l'avaient pas voulu parce que c'est quand même pas des médecins qui vont décider, un jury de médecins qui va décider si une femme a le droit ou pas d'avorter. C'est simplement de vérifier si elle est dans les conditions de la loi. Et là, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je pense ceux qui sont réticents, ils ont le droit de l'être. Mais ils peuvent pas, comme l'ont fait pendant si longtemps l'Académie de médecine, l'ordre des médecins, vouloir interdire ce débat et dire nous on est contre
Donc c'est comme ça. Nous, on est contre, donc demain, vous aurez plus personne pour accompagner les gens si demain il y a une loi. Enfin, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Ça fait 20 ans qu'il y a ça aux Pays-Bas. Est-ce qu'il n'y a pas des soins palliatifs? Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour accompagner? Rien n'a changé. Et je pense que là-dessus, il faut aussi le comprendre parce qu'on a, et moi je remercie les médecins qui nous soignent, je remercie, mais il reste quand même dans notre pays une vraie difficulté parce qu'on a un système, on appelle le système des mandarins, qui existe dans très peu de pays, mais qui est le nôtre, où il est très difficile. Et moi, je peux vous dire, je suis un militant depuis longtemps, je vis avec le VIH et d'autres pathologies depuis longtemps, donc je sais ce que c'est que d'aller à l'hôpital, j'y vais tous les mois. Ben, je peux vous dire que même quand vous savez vous défendre, c'est pas facile. C'est pas facile face à un système qui a du mal à entendre la parole, et même si ça a avancé, la démocratie sanitaire, etc., ça reste difficile aujourd'hui. Et je crois que, et les jeunes médecins sont de plus en plus comme ça, et tant mieux. Parce que je pense que ce qu'on attend aujourd'hui d'un médecin, c'est qu'il nous dise, voilà, vous avez telle et telle chose, voilà ce que je vous conseille, telle chimiothérapie. Voilà les effets secondaires que vous aurez. Voilà les bénéfices que vous aurez. Et c'est de vous dire après, bah, à vous de décider. Et aujourd'hui, ou de pas décider, si vous voulez, d'écouter la parole du médecin, etc. Et c'est ça qui est encore compliqué. Même si ça a avancé, même si ces 20 dernières années ça a avancé, ce n'est pas suffisant. Et il faut aujourd'hui qu'il y ait plus d'égalité. Même quand vous êtes malade, vous restez un citoyen, même dans un hôpital. Et on voit cette difficulté aujourd'hui à se faire entendre dans les droits des patients. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être respectées aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à un autre équilibre. Il faut qu'on arrive à enseigner aux étudiants médecins. On le fait pourtant pour les étudiants infirmières et infirmiers, voilà, qu'ils ne sont pas tout puissants, que la mort, elle va arriver, et que c'est pas un échec pour le soignant. Parce que c'est comme ça, on va toutes et tous mourir. Et donc on arrive à quelque chose de plus égalitaire, et je crois quand on aura cette loi, on sera dans une position beaucoup plus égalitaire, et je vous le rappelle et je veux le dire, elle respecte toutes les consciences, et il serait temps maintenant que ceux qui s'y opposent entendent les Français, parce qu'on peut pas avoir 9 Français sur 10 qui demandent tout simplement avoir le choix, qui vont sûrement pas l'utiliser pour la plupart, mais qui veulent ce choix. Dans une société démocratique, on ne peut pas avoir deux lobbies, le lobby de grands professeurs ou de responsables médicaux qui sont absolument contre, et d'autre côté des responsables religieux qui sont montés beaucoup au créneau ces temps-ci, qui ont le droit de pas vouloir si vous ne voulez pas parce que vous estimez que votre religion vous l'interdit, c'est votre choix. Sauf que quand on regarde les sondages, 90% des catholiques non pratiquants sont favorables à l'euthanasie, et c'est 70% des catholiques pratiquants. Donc à partir de ce moment-là, il faut simplement une loi qui permette de donner le choix, et je le rappelle, contrairement à vous, pour moi une loi ça me rassure. Parce que c'est quand il n'y a pas de loi que c'est pas rassurant. Parce qu'une loi, c'est fait pour quoi? Sinon, il faut arrêter d'avoir des lois. Il faut arrêter d'avoir des maires. Il faut arrêter, moi, je vais plus être maire adjoint de Paris. Il faut les réglementations. C'est fait pour quoi? C'est pour protéger les plus faibles. Et donc, quand on fait une loi sur la fin de vie, c'est pour mettre des conditions pour éviter que, un, on ne respecte pas la volonté, et deux, qu'on n'ait pas, comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure, des gens qui sont aidés aujourd'hui alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est quand même les résultats de l'INED qui nous l'ont dit. Et il y a quand même 0,8% des gens qui reçoivent un produit létal dans notre pays. On ne sait pas pourquoi. Sûrement certains l'ont demandé, et tant mieux pour eux, et merci à ces médecins qui ont pris des risques. Mais tout simplement, une loi, ça protège, ça met des garanties. Ça n'évite pas qu'il y aura des gens qui la respectent pas, mais ça, c'est pas une dérive, parce que les dérives, c'est en France, et c'est pas dans les pays qui ont légalisé ni l'euthanasie, ni le suicide assisté. Alors, je pense que... Attends, Jean-Claude, je voudrais juste... Mais en attendant, cher Jean-Claude... Je fais un peu la police, 30 secondes. Je vous rappelle qu'aux entretiens médicaux d'Anguin, on respecte les horaires, qu'il est 18h et qu'on va conclure bientôt. Mais avant de faire un tour où vous allez chacun conclure, je pense que ce que voulait dire Michel, mais il le précisera probablement, mais je connais Michel, c'est que la loi, elle ne peut pas être, être trop bavarde. Elle doit donner un cadre, parce que il y a une relation singulière entre le médecin, le malade. On a entendu les témoignages. On a entendu les témoignages de plusieurs types, d'ailleurs. Il y a madame qui disait j'ai vu ma maman mourir, et la dernière image que j'ai, c'est elle. Et moi, je ne voudrais pas laisser cette image à mes proches. Donc, c'est son témoignage à elle. Il y a aussi le témoignage de madame qui dit on voulait
on voulait que la volonté de maman soit respectée, on voulait qu'elle meure à la maison. Et là, on a plus un témoignage de la famille aussi. Et on voit bien que selon qu'on se place, et on l'a vu dans cette journée, selon qu'on se place du côté médecin, qui a besoin d'avoir des cadres quand même, du côté de la famille qui veut pas voir souffrir ses proches, mais qui veut pas les voir partir non plus. Donc il y a une ambivalence entre les deux. Et de son côté à soi, ce qui est peut-être le plus difficile, parce que c'est là où on va évoluer. C'est facile aujourd'hui, moi je peux vous donner une position facile aujourd'hui, mais quand ce sera mon tour, ce sera moi, et qu'on me dira Jean-Claude, alors, on y va? On y va pas? Ça changera. Ouais, voilà. Donc voilà, on va faire un tour de table pour conclure. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Michel, docteur François, Laetitia, Jean-Luc Romero, et puis après c'est moi l'organisateur, hein, c'est moi le mot de la fin. Hein. Voilà. Allez, et en vraiment short, hein, on va pas on se fait pas une demi-heure là, on se fait une minute de conclusion. Il peut pas y avoir un sujet polémique sur un sujet aussi fondamental et essentiel. Et en tout cas, il faut pas être dans la caricature, et personne ne l'est ici. Et en tout cas, je l'espère. Les médecins, hein, c'est pas dogmatique. Hein, l'opposition de certains médecins, d'ailleurs, j'imagine qu'elles ont quand même du sens. Hein, on peut le penser. Les médecins gèrent la vie, hein, en permanence, hein, de l'enfance, hein, de la naissance, hein, à la mort, et ils gèrent la vie sans que le législateur, hein, se soit impliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas. Hein, quand je dis j'ai peur des lois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un sujet tellement complexe que j'ai peur de cette loi. J'ai peur de cette loi. Et c'est pour ça que j'ai eu ce préalable pour expliquer, hein, ma position, mais c'est la position d'un médecin, et je pense que c'est quand même un peu la position de tous les médecins. Un médecin peut pas avoir une position tranchée sur un sujet comme celui-là. Donc la loi, c'est obligatoirement une réglementation, c'est obligatoirement quelque chose qu'on va imposer. Chaque situation, une fois de plus, je le répète, est une situation différente. Et une fois de plus, dans cette relation différente, c'est vrai, hein, ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure, on n'est pas suffisamment formé. Bon, avec le temps, on se forme, hein, parce que hein, la souffrance, on parlait tout à l'heure de la souffrance des soignants, mais la souffrance de soignants, ça nous forme aussi. Hein, ça nous forme à appréhender la vie, ça nous forme à comprendre la mort, ça nous forme à comprendre ce passage entre la vie et la mort. Et de ça, hein, on est quand même aussi des scientifiques, on est aussi des gens qui connaissons ce qu'est la vie de chaque ingrédient de la vie. Tout à l'heure, j'entendais dire... Hein, on n'hydrate plus les gens, mais pourquoi on les hydrate plus, hein, dans la période? Parce que ça augmente la douleur de les hydrater. C'est simplement ça. Hein. C'est pas pour les tuer plus vite. Hein, c'est simplement que l'hydratation augmente la douleur. Donc il faut être très très prudent. Hein. C'est pour ça que moi je fais plus confiance, hein, excusez-moi, aux soignants. Hein, je parle pas que des médecins, aux soignants, à tous les gens qui ont de l'expérience, hein, de cette période particulièrement difficile qui nous attend tous. Hein, moi, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas envie qu'on me donne à un moment donné où j'aurais fait un autre choix, hein, avant, mais où je me dirais non, j'ai pas envie maintenant, quoi. Hein, qu'on voyait cette dame là qui disait moi je vais encore vivre, je veux pas mourir maintenant. Hein, bon, c'est trop compliqué, Je crois plus à la force de la nature humaine, de notre intelligence collective. Hein, et il faut en discuter, hein, qu'il y ait un débat, un débat, hein, avec un débat entre tous, pas qu'un débat entre médecins, pas qu'un débat entre soignants, mais voilà. Pour une fois, le législateur, je le vois pas là, mais bon, c'est mon avis. Docteur Jean-François Richard. Oui, 2 remarques et quelques inquiétudes. Il me semble que la loi actuelle, on n'a pas pu la développer suffisamment, c'est dommage, mais notre loi actuelle n'est pas suffisamment connue, n'est pas suffisamment mise en place, y compris dans les services hospitaliers. Elle n'arrive pas à pénétrer la ville. Et donc, je vois pas très bien comment on pourrait essayer de construire une nouvelle loi avant que la loi précédente soit, j'allais dire, pleinement assimilée et mise en œuvre. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque,
je ne pense pas que le fait de dire « c'est mon choix » soit quelque chose de complètement neutre. Mon choix, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, retentit sur autrui. Et ça, je crois vraiment qu'on ne peut pas, nous ne sommes pas des individus au sens complètement individualisés les uns des autres, et tant mieux. Et il y a des tas de choses qui sont faites dans notre pays justement pour créer une solidarité et que nous ne soyons pas à l'état d'individus à nous débrouiller tout seuls. Je pense que lorsqu'on dit « c'est mon choix », on ne mesure pas ce qu'il peut y avoir comme répercussion sur autrui. Troisième point, en termes d'inquiétude, j'aurais vraiment peur qu'une loi permettant le suicide assisté ou l'euthanasie fasse comprendre à certaines personnes, ou les laisse comprendre, des personnes qui sont peut-être moins accompagnées, moins entourées, que leur vie ne vaut pas le coup, que leur vie n'a plus de sens. C'est pour moi une grande inquiétude. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont âgées, de plus en plus seules. C'est vrai que le tissu social et familial a un petit peu de tendance à se déliter. Voilà, j'aurais cette inquiétude. Et surtout, j'ai aussi une grande inquiétude. Vous allez me dire, je regarde ma chapelle, mais on a un système de santé qui, actuellement, a beaucoup de mal. Il se casse la figure. Vous avez peut-être entendu parler du fait que les internes en médecine veulent monter au créneau. Et le CCNE, qui vient de faire un avis sur la question, a noté cette crise très profonde de notre système de santé. Il parle même d'une crise morale. Moi, j'aurais vraiment très peur que nous démotivions vraiment une grande partie du personnel soignant. Nous ne pouvons pas, d'une main, continuer à essayer de prendre le plus possible soin de la personne, jusque dans des choses très compliquées. Comment continuer à tenir devant une personne qui ne ferait pas une demande d'euthanasie ou de suicide assisté, mais qui serait défigurée par une tumeur ORL très profonde? Comment tenir là et aller dans la chambre d'à côté faire une euthanasie ou réciproquement? Voilà mes inquiétudes. Laetitia Boisseau. Merci. Je crois que le débat de la loi éthique va commencer un petit peu à rentrer, je pense. J'ai pas suivi tous les débats de toute l'après-midi. Je m'en excuse. J'ai été avec 350 seniors. C'était grand banquet aujourd'hui sur ma ville de Taverny. Donc débat éthique, bien sûr, il y aura. Moi, je suis donc une femme politique, donc moi, je suis dans l'action, je suis dans la concrétisation, et déjà, je commencerai par redire la désertification médicale, puisqu'on l'a bien vu, quelles que soient les solutions, il y aura toujours une relation très forte entre le personnel médical, le médecin, les soignants et la famille. Donc déjà, quid de retrouver un niveau et d'attirer effectivement des jeunes médecins, les communes, les intercommunalités. On a un travail sur le département du Val-d'Oise qui est énorme pour déjà attirer les médecins, pour pouvoir suivre les familles qui voudront accompagner les personnes en fin de vie. Donc déjà, pour moi, c'est la première chose. Donc plus de médecins, plus de moyens aussi pour, comme je le disais tout à l'heure, les services d'aide à domicile et de soins infirmiers qui suivent aussi les familles à domicile, puisque le domicile c'est important. C'est une demande de l'usager de pouvoir mourir à domicile très souvent. On en a parlé tout à l'heure. Donc du coup, je reviens encore sur les moyens liés à l'hôpital, puisqu'on parle aussi d'équipes mobiles pour les soins palliatifs. Donc toujours plus de moyens aux soins palliatifs. Je pense que le corps médical, c'est pour moi à privilégier pour cette situation de prise de décision. Ensuite, on a l'accompagnement des familles. Là encore, on a encore besoin de médecins, de psychologues. On a besoin aussi de leur donner les moyens d'information. Donc ça, c'est un petit peu le rôle du conseil départemental. Il faut fluidifier aussi les informations. Il faut aussi bien leur expliquer les informations juridiques. La personne de confiance, on l'a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout ceci qui est important. Et pour cette loi, j'en viendrai à dire que ce qui est important, c'est la parole du citoyen.
et donc de pouvoir donner la parole, associer les citoyens, les groupes usagers, etc., pour libérer un peu la parole sur ces sujets, pour permettre vraiment une réflexion profonde et de pouvoir comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Jean-Luc Romero, en quelques mots. Moi aussi, je pense qu'il faut donner la parole aux citoyennes et aux citoyens. On l'a donné plusieurs fois, mais on ne les a jamais écoutés sur cette histoire, parce qu'il y a eu plusieurs débats citoyens. Il va y en avoir un nouveau qui s'ouvre. J'espère que cette fois-ci, on va enfin écouter chacune et chacun, parce que on peut pas dire que c'est parce que la loi n'est pas connue qu'elle n'est pas appliquée. Là, depuis 2005, on a eu une première loi. En 2010, elle a été évaluée. On a dit exactement la même chose. On est en 2022. Je pense qu'il y a un moment, si la loi ne se diffuse pas comme on le souhaite, c'est peut-être aussi parce que cette loi ne convient pas. C'est aussi parce que certains médecins ont peur de cette loi, que des médecins ne veulent pas faire, par exemple, des sédations profondes et continues, parce que je suis désolé, on endort la personne, elle va jamais se réveiller, et ils n'ont pas de clause de conscience dans ce domaine. Donc je crois qu'à un moment, il faut entendre le débat. Je pense que ceux qui sont contre, ils sont respectés, mais ils ne peuvent pas imposer, comme on le fait aujourd'hui, et dire qu'on a peur d'une loi. Il faut pas inventer une loi à la française. On nous a dit à l'époque de la première loi 2005, vous voyez, on va inventer une loi, etc. Mais il faut être humble, il faut parfois avoir un peu d'humilité. Les Hollandais, ils ont une loi depuis 20 ans. Est-ce que tous les Hollandais fuient leur pays? C'est 22 ans. C'est 20 ans la Belgique. Est-ce que les Belges fuient leur pays? Non, c'est les Français qui fuient leur pays en Belgique ou en Suisse pour mourir. Donc il faudrait peut-être en tirer les conclusions et entendre les Français. Moi aussi, je suis élu. Eh ben moi, j'en viens enfin d'écouter les Français. Et les Français, ils veulent cette loi. Et donc cette loi, c'est une liberté qu'on donne, c'est pas une obligation. Et je crois que dans un pays laïque comme le nôtre, qui place la liberté, qui place l'égalité, quelqu'un disait tout à l'heure, pour aller en Suisse, il faut avoir 10 000 à 12 000 euros. Voilà. Eh bien, est-ce que c'est normal de faire comme on le faisait quand vous évoquiez, monsieur l'IVG, quand ces femmes devaient fuir à l'étranger, celles qui avaient les moyens, elles fuyaient à l'étranger, mais elles avaient les moyens d'aller à l'étranger. Les autres, elles voyaient les faiseuses d'anges. Certaines en mouraient, certaines et avaient voilà, certaines allaient en prison, etc. Est-ce qu'à un moment, on trouve normal que ceux qui ont les moyens, et tant mieux pour eux, hein, moi je dis pas, et j'ai accompagné en plus des gens en Suisse, donc je sais de quoi je parle, mais est-ce que c'est normal qu'une grande partie des Français n'aient pas les moyens de pouvoir aller à l'étranger pour mourir? Donc on dirait, vous avez les moyens, allez à l'étranger, nous on veut pas voir ce qui se passe. Non, dans notre pays, il faut permettre à chacun d'avoir les mêmes droits, c'est faire une loi comme nos voisins, ne rien inventer, et en tout cas respecter les consciences des soignants. Et rassurez-vous, il n'y a pas de soignants qui disparaîtront. Ça fait 22 ans aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a plus de problèmes? Écoutez, c'est pas ce qu'ils disent. Et personne ne veut revenir sur ces lois-là. Et en Belgique, personne ne veut revenir sur ces lois-là. Elles sont même appliquées dans des institutions, dans des hôpitaux religieux. Donc, il y a un moment, vous entendez même des religieux qui tiennent des propos qui sont tout à fait différents d'ici. En tout cas, vous pouvez le penser, vous avez le droit. Mais vous devez maintenant respecter les autres quand il y a tout un pays qui demande à avoir une loi de liberté qui va rien imposer aux autres. Est-ce qu'on a le droit, comme on l'a fait pendant le mariage pour tous, de manifester dans les rues pour empêcher les gens d'avoir des droits, et aujourd'hui d'aller peut-être aussi manifester dans les rues pour empêcher que tous les citoyens aient le droit de choisir leur fin de vie? Je dis qu'à un moment, il faut entendre les Français, il faut arrêter d'imposer sa volonté parce que on est une telle corporation et tout. Eh bien non, il faut écouter les Français, et croyez-moi, la majorité des médecins, ils ont envie de l'écouter. Jean-Luc Romero.